Donc je suis professeure. Ma première spécialité, c'était l'histoire des écrans, qui s'est ensuite transformée en une certain nombre de travaux sur les contenus, notamment les contenus et comportements à risque, pour lesquels j'ai fait un certain nombre de rapports, y compris pour le CIEM, et des recherches du coup qui ont aussi travaillé sur les paniques médiatiques, violence, pornographie, publicité, réalité, représentation des jeunes. Et en fait, c'est à partir de ces travaux que je vais vous parler, parce que c'est à la fois des propos négociés, dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est des choses que je ne suis pas la seule à porter, même si j'ai essayé, mon rôle a été vraiment d'essayer d'articuler la pensée des chercheurs avec la pensée de la société civile, hein, c'est-à-dire bon, comment faire que la pensée des chercheurs ne soit pas obtuse, hein, c'est-à-dire ne soit pas trop abstraite pour qu'elle ne puisse pas passer la barre. Et puis en même temps quand même des propos informés par la recherche à partir justement de certaines paniques médiatiques, c'est-à-dire essayer de répondre à l'angoisse actuelle, hein, à ce sentiment de risque permanent à l'égard des médias, et de ne pas traiter ça à la légère, mais on l'a bien vu tout à l'heure, hein, comme une urgence qui demande une vraie réflexion, une réflexion approfondie, sérieuse, et des propositions de solutions. Voilà, donc je vais essayer de prendre ça en 4 points, qui sont un peu les points donc, qui pour moi sont les plus importants à aborder, qui recoupent certains des propos de ce matin et certains de Julien, et je l'espère qu'on pourra d'autant encore plus travailler. Donc c'est des propositions ce que je fais, hein. On n'est pas dans l'assertion, même si bien sûr je vais devoir, pour les besoins de la présentation, y aller très vite avec des radicalisations qui seront peut-être exagérées, mais c'est des propositions qui pourront nous permettre, je pense, d'être en phase avec des réflexions mondiales qu'on ne peut pas négliger de nos jours parce que nous sommes en période de mondialisation et que les médias qui nous arrivent en France ne sont pas tous français. Donc il faut bien voir cela. Et une partie du sentiment de crise et de risque, c'est aussi cette espèce de distance, hein, que les gens ont l'impression de vivre avec des structures et des contenus dont ils ne contrôlent plus rien. Donc c'est un petit peu cette dimension-là que je voudrais nous faire prendre, et en même temps nous montrer qu'en France il y a une vraie réflexion là-dessus et une vraie avancée. Alors j'ai oublié de dire que dans les choses que je fais en tant que prof, j'ai aussi développé un master pro, parce que ça informe aussi ma réflexion, excusez-moi, je rétropédale, un master pro en ingénierie de la formation par les médias et en éducation aux médias. C'est le premier et le seul en France, il a d'ailleurs été reconnu par plusieurs instances. Et l'idée, c'est de faire effectivement un réseau, il y en a très peu en Europe, hein, un réseau de ces masters pro pour former notamment les enseignants, mais pas seulement, hein, parce qu'il y a des conséquences aussi industrielles et pas simplement professionnelles au sens strict éducatif. Voilà. Donc c'est à partir de là aussi que je vais parler. Voilà, alors il y a 4 points qui me semblent essentiels dans ce qui pourrait être les buts partagés d'une éducation aux médias. Un, c'est faire comprendre les fonctions des médias comme actes en société. Donc vous verrez que je n'ai pas tout à fait une position sur l'écriture. Je suis un peu décalée par mes approches théoriques, mais je pense qu'il y a des complémentarités intéressantes. Deuxième but, développer l'autonomie critique. Troisième, faciliter l'accès et l'usage créatif des médias. Et quatrième, renforcer les capacités, les droits et les responsabilités. Bon, comme je suis experte pour le Conseil de l'Europe, vous verrez bien que pas très loin, derrière les médias, il y a les idées de citoyenneté et de droits de l'homme. Faire comprendre les fonctions des médias, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de définitions des médias, beaucoup de... Bon. Je me suis juste concentrée sur la branche dans laquelle moi je suis, qui est Infocom. Donc volontairement, je ne me place pas du point de vue de l'éducation média qui pourrait être faite justement en histoire, en géographie, dans les langues, etc. J'essaie de me dire, si on pense ça du point de vue de la science qui pense les médias, à quoi ça ressemble, hein, quel est le paysage. Et en fait, il y a 2 branches qui ont divergé à cause de toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui tiennent beaucoup à des personnalités elles-mêmes. Et à des courants philosophiques différents. Bon, pour simplifier, il y en a une que je vais appeler étude culturelle, qui défend les usages,
qui défend la psychologie, l'approche psychologique freudienne, d'imitation ou de projection dans les médias. Il y a la sémiologie, l'approche française de l'explication du texte, combinée aux cultural studies, donc à l'approche par le genre, par le postcolonialisme, par les minorités ethniques. Voilà, donc ça c'est l'école qui est pour le moment l'école dominante chez nous, en France, et dans le monde anglophone. Et donc évidemment, par esprit de contradiction, je suis dans l'autre. Mais je ne veux pas les poser comme des écoles qui sont en opposition en fait. Parce qu'en fait, elles sont à deux niveaux d'analyse différents. On va dire, pour simplifier, que les études culturelles sont sur une approche micro, alors que les autres sont sur une approche plus macro. Parce que, par exemple, elles combinent l'économie politique au droit, à la cognition, mais plutôt à la sociocognition, celle qui utilise des concepts cognitifs appliqués à des phénomènes sociaux, la sociologie des médias, la phénoménologie et la philosophie morale. Donc c'est vrai que je suis très contente de voir qu'il y a ici, en fait, si on regarde bien, une majorité de philosophes. Parce que je pense qu'il est largement temps que les philosophes s'en mêlent pour qu'on réintroduise... levez les doigts, les philosophes, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'ai gagné. Bon, mais bon, enfin, par rapport aux autres, combien y a-t-il d'Infocom? 1, 2, 3, 4, bon, presque autant. Ouais, presque autant. Bon, mais c'est bien. Alors, parce qu'effectivement, je crois que c'est là que le dialogue... voilà, mais c'est intéressant parce que c'est un dialogue crucial à avoir et c'est intéressant que la philosophie s'en mêle. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis... par rapport aux problématiques de panique, notamment, de me dire, mais là-dedans, où est-ce qu'on met l'éthique, où est-ce qu'on met les valeurs? Parce qu'en fait, les gens se mobilisent sur les valeurs, les gens ne se mobilisent pas sur des contenus en tant que tels, c'est des contenus qui font problème éthique, ce que j'appelle l'éthique du dilemme, des contenus qui confrontent deux systèmes de valeurs, notamment au niveau de la violence et de la pornographie, c'est les valeurs de la sexualité en société, c'est les valeurs des modes de la violence en société, etc., qui font qu'il y a des mobilisations. Voilà, donc en ce moment ce sont les deux branches, si vous voulez, qui existent, qui sont sur des chemins parallèles et que j'essaye de ramener dans ce que j'appelle moi l'école de la socialisation, qui essaye donc de faire s'articuler, de montrer qu'il n'y a pas tant d'opposition que ça et que de toute façon, si on continue à s'opposer, on est sur des débats, sur des combats d'arrière-garde et on ne répond pas au problème social et à son urgence du moment. Si, à nouveau, je simplifie, ne m'en veuillez pas. Si on regarde comment les études culturelles parlent des médias, parlent des contenus, etc., par rapport aux études sociocognitives, on n'est pas sur le même vocabulaire. Et il faut l'intrusion de la technique. Et il faut là aussi, à mon avis, créer une espèce d'énorme glossaire où les gens puissent aller puiser un peu par leurs entrées préférées les modes d'explication de ces médias. Pour simplifier, là où les études culturelles parlent de textes, pour tout texte, y compris les textes numériques, les études sociocognitives parlent de spectacle. Parce que c'est plus entier, ça englobe davantage un certain nombre de formats cognitifs, dont des formats qui ne sont pas textuels. Le format en cognition, il y a 4 formats. Le format textuel est un. Le format visuel en est un autre. Il y a le format psychomoteur, dont on parlait ce matin. Et puis, il y a le format propositionnel, qui est le plus complexe et celui qui relie un peu tout cela. Donc, à mon avis, il faut complexifier l'approche des médias pour ne pas tomber dans des positionnements trop enquistés sur des positions acquises. Là où études culturelles parlent de messages, études sociocognitives parlent de représentation, parce qu'ils relient les représentations mentales aux représentations médiatiques. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de médias comme de prothèses extensives de la mémoire. Donc on retrouve nos idées de traces, mémoire, etc. Et c'est vrai que le mot prothèse extensive ou intrusive est un des mots que moi j'emploie beaucoup pour parler des médias et de leurs problèmes, à la fois leurs promesses et leurs périls. Et là où je rejoins la pharmacopée, si je puis dire, c'est qu'en cognition, on parle aussi de médias parasites. Parasites de l'attention, parasites de l'émotion,
Mais aussi, il y a des parasites qui font des choses sympathiques, comme certains champignons, par exemple. Donc, là aussi, on peut trouver des poisons et des contre-poisons. Et c'est un vocabulaire de la toxicité qui est mis en contexte. Là, on parle bien de toxicité mentale et d'orages psychiques autant que sociaux. Là où les études culturelles parlent d'usage, les études socio-cognitives parlent d'engagement, et moi aussi je parle d'engagement. Je crois que les médias nous engagent de manière beaucoup plus large, puissante que l'usage, et que de ne parler que de l'usage, ça nous coupe du dispositif technique et des écrans comme artefact cognitif, c'est-à-dire vraiment un dispositif très complexe. Là où les études culturelles parlent de plaisir, moi et d'autres, nous parlons de dilemme éthique. On n'est pas que dans la culture du plaisir et du divertissement quand on est sur les médias, on est en train de chercher plein d'autres choses, notamment en termes de valeurs, d'attitude et de comportement, et de positionnement éthique dans la société. Bon, les médias sont nos GPS mentaux. Là où on parle en études culturelles, on parle de participation, je préfère parler de socialisation, parce que c'est plus large, et que ça implique à la fois des effets qu'on ne maîtrise pas et qui nous sont imposés, et la capacité d'y réagir ou de proposer des alternatives. Là où les études culturelles parlent d'autocontrôle et d'autonomie, moi je réintroduis le risque. Et là où les études culturelles parlent d'outils, je parle de prothèses, voire de parasites. Mais si on essaye, malgré tout, toujours dans cette perspective négociée, qu'est-ce qui fait qu'on se rejoint tous, notamment à partir des communautés de pratique enseignantes et de communautés de pratique de chercheurs en éducation aux médias. En fait, on arrive à une série de propositions qui peuvent aider à construire un cadre commun. Et je suis en train d'essayer de parler à un niveau international d'un cadre commun sur lequel on peut travailler, qui n'est pas exclusif d'autres perspectives, mais sur lequel il y a vraiment un relativement large consensus. J'ai fait beaucoup de séminaires avec beaucoup de pays différents, de gens, de formations différentes. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Vous allez me dire, j'enfonce les portes ouvertes, mais rappelez-vous que nous parlons à des gens de la société civile. Ce n'est pas des spécialistes, c'est des gens qui ont besoin de comprendre et de s'approprier des choses complexes. Alors, il y a dans les deux écoles et au-delà de ces écoles-là, l'acceptation que les médias sont des constructions. Que les individus interprètent les messages différemment selon le contexte, ça c'est l'approche par les usages, mais aussi qu'il y a des effets à long terme, des effets de cohorte, des effets de mode, etc., qui font que tout d'un coup, on a 15 millions de personnes sur YouTube, en même temps en train de regarder Obama, Yes We Can. Donc, on ne peut pas négliger le fait qu'il y ait une consommation individuelle, mais qu'il y a aussi des effets de consommation collectifs. Les médias ont des intérêts et des visées commerciales. Ça a l'air aussi évident. Ce qui est moins évident, et ce qu'il faut à chaque fois que je rappelle en tant que Française au niveau international, c'est que les médias peuvent remplir des missions de service public. Parce que dans certains pays, notamment les États-Unis, qui sont quand même un des pays dominants dans le milieu, il n'y a pas d'idée de service public. Le peu qu'il y avait a été démoli. Et on a certainement enlevé toutes les obligations de service public des médias commerciaux. Donc, effectivement, tout ce qu'on a dit ce matin sur la privatisation, la marchandisation, la commercialisation, elle est dans cette perspective-là. Mais en France, où beaucoup de nos médias ont des visées commerciales, nous ne les voyons pas. Un public formé à l'ancienne, sur une base de services publics, a souvent un angle mort sur la commercialisation. On a beaucoup de mal à parler de ça en France. Donc c'est malgré tout quelque chose qu'il faut faire passer comme message. Vous allez voir comment tout à l'heure peut-être. L'idée que les médias donc, font passer des messages à portée idéologique. Dans un monde libéral qui dit qu'il n'y a pas d'idéologie, il faut le rappeler. Et des messages sur l'éthique, donc sur les valeurs, les comportements attendus, les comportements acceptés, les croyances, etc. Les médias sont des faits de croyances et véhiculent des faits de croyances, même dans cette période qui se veut laïque. L'idée que chaque média développe son langage, son mode de représentation et d'interaction spécifique, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, que bien qu'il y ait une convergence numérique annoncée, à laquelle je ne crois pas complètement, il n'y aura pas de convergence des supports et de leur finalité. C'est-à-dire que le support magazine ou le support livre, va se retrouver sur du numérique, mais il aura
son langage, sa spécificité. Hein. Je crois que de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs tout intérêt à maintenir cette diversité des supports et des formats pour des raisons de diversité culturelle évidente et d'expression diversifiée évidente. L'idée que la forme et le contenu donc, sont fortement reliés pour chaque support et chaque format, hein, ne pas séparer la forme du contenu, à nouveau ce qu'on disait sur le dispositif, mais aussi sur les langages de programmation, hein, ça vient là-dedans. Hein, il faut, si on passe au niveau du numérique, il faut effectivement inclure là-dedans une alphabétisation de base à la programmation. Les médias ont des implications dans la réalité, hein, politique, sociale, etc. Bon, dans l'école des usages, on nie hein, ces effets, donc il ne faut pas hésiter à le rappeler. Les médias sont des prothèses intrusives et extensives de nos capacités cognitives, représentationnelles et mémorielles. Et les médias suscitent des comportements d'engagement autour de l'éthique du dilemme. Donc il n'y a pas d'indifférence aux médias, même si on a l'impression que dans le flux, il y a une certaine apathie, hein, ou que la sidération mène à l'indifférence. Je ne crois pas que la sidération mène à l'indifférence. Voilà, donc si on va vers une éducation aux médias et à l'information, hein, parce que ça c'est la dernière étape de consensus à laquelle nous sommes au niveau international, de dire qu'il faut rajouter et à l'information, à cause de tout ce qu'on vient de dire et de ce qu'on va dire tout à l'heure sur l'infodoc, sur la culture informationnelle, sur la culture du document, qui rajoute au texte et au spectacle l'idée de document, qui est encore autre chose. Et moi je suis pour qu'on ait au moins ces trois mots à notre disposition et qu'on puisse travailler sur ces trois mots, même si on doit les retravailler, hein, les retraverser avec des notions de lecture et d'écriture, hein, mais qu'on travaille au moins sur ces mots-là, parce qu'ils ont des formats, des contenus, des schèmes mentaux, des schèmes représentationnels diversifiés. Et à nouveau, je crois que le plus grand danger en ce moment, hein, c'est de retomber sur la pratique paresseuse qui consiste à dire c'est YouTube ou c'est Google et à ne plus rien regarder d'autre. Et on sait que ce sont les pratiques des jeunes pour le moment, hein, sauf dans les pays où il y a d'éducation aux médias. Quelles sont les fonctions du coup cognitives les plus importantes à préserver et à mettre en valeur et en relation avec la société? Il y en a 6. 3 qui sont historiques, des médias, de leur légitimité comme espace public, hein, la fonction d'observation, hein, de surveillance de l'environnement, de traçabilité, la fonction de corrélation, hein, qui met les événements en contraste avec les uns avec les autres, avec l'histoire, avec l'analyse, etc., et la fonction de transmission des valeurs. Voilà, ça c'est les 3 fonctions classiques, on va dire, des Lumières. Il s'en rajoute depuis la fin du 19e, début du 20e, 3 autres. Fonction de transaction, hein, le fait que les médias sont aussi des services financiers par lesquels il y a beaucoup de transactions qui sont faites, y compris des transactions intangibles du type pornographique. Fonction de distraction, divertissement, sous toutes ses formes, qui s'est rajoutée hein, à la valeur intrinsèque qu'ils avaient avant comme agir communicationnel, hein, avec quelque chose de plus associé au plaisir et au loisir, et la fonction d'acculturation que j'ai rajoutée, parce que dans la mondialisation, le fait qu'il y ait différents formats, différents contenus qui arrivent dans une culture spécifique, produit des effets de cultures en contact qui parfois sont problématiques, qui mènent à des incompréhensions et qui mènent de toute façon à des confrontations de schèmes de valeurs. Lorsque on essaye avec les communautés de pratique enseignantes hein, de voir les compétences de base, le socle des compétences de base, qui est nécessaire à mettre en avant pour développer l'autonomie critique, il s'en dégage 6. À nouveau, j'y vais très vite et je vous assène des choses qui ont été très très discutées, ne m'en veuillez pas, hein, mais je vous renvoie par exemple à la charte européenne de l'éducation aux médias, qui reprend les 3 premières. Parce que les 3 premières sont les 3 compétences clés de l'école. Compréhension. On disait tout à l'heure, ou Sylvie Lepers disait tout à l'heure, qu'on a beau dire qu'ils sont des digital natives, qu'ils ont accès à tout ça, mais ils sont au degré 0 de la compréhension. Ils savent taper dans Google, etc. Mais après, comment gérer le flux, comment vider le bruit, comment organiser la trace, comment l'interpréter, etc. L'école a toutes ces fonctions de l'école sont à nouveau amenées. Hein. Donc une compréhension. J'ai mis 6C pour une raison toute bête, c'est que c'est un moyen mémotechnique qui marche très bien pour les enseignants et pour les décideurs.
et comme j'essaie de travailler dans l'efficacité de ce point de vue-là, je leur dis, rappelez-vous des 6 C, et en général, ça marche. Donc, compréhension. Critique, hein, cette idée d'avoir un esprit critique, un esprit de corrélation, un esprit qui n'est pas simplement dans l'analyse, mais aussi dans la synthèse, dans la confrontation des idées, dans tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la grammatologie, d'une certaine manière. La créativité, c'est le troisième, hein, qui est rendu possible par les nouvelles technologies. Hein. Avant, on en parlait un peu comme d'un mythe, et si on arrivait à faire un journal de classe, on était content. Maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. Les outils à disposition sont beaucoup plus légers. On peut les démocratiser. Hein. Le cas même de l'INA et de tout ce qui a pu se passer avec le JT, apprendre le JT, etc., montre bien que on peut développer des outils de créativité et que par la créativité, on peut s'approprier un certain nombre de choses. Il s'en rajoute 3 autres qui peuvent être apprises à l'école et en dehors de l'école. Et ce sont bien entendu des compétences transversales. Hein. On peut s'en servir dans chaque discipline, histoire, langue, etc. Ou, c'est pourquoi moi je pousse, pour une discipline qui s'appellerait éducation aux médias. Éducation et compétences à la consommation, parce que ne suffit pas de dire que les médias sont commerciaux, hein, comme quelque chose sur lequel on s'entend tous, ou en tout cas dans l'univers libéral, du capitalisme pas cognitif, parce que là, je m'inscris en faux, cette idée de mettre capitalisme et cognition ensemble est extrêmement énervant. J'ai écrit des articles là-dessus, donc on peut en rediscuter, mais donc l'idée qu'il faut quand même apprendre à consommer, à discriminer, à comprendre la publicité, à rejeter certains messages, etc. L'idée de citoyenneté, bien entendu, qui est celle dont on nous gargarise pour nous faire passer la pilule de l'éducation aux médias, avec le risque qu'elle soit associée à quelque chose d'aussi ennuyeux que l'éducation civique, mais qui est vue de plus en plus comme un des moyens justement de faire passer du civisme et de l'engagement démocratique auprès des jeunes. Hein. Et puis le dernier, qui est la communication interculturelle. En fait, si on regarde les fonctions des médias et les compétences clés développées par les collègues et par moi, on voit qu'il y a une correspondance. La fonction d'observation, elle va mener à la compréhension. La fonction de corrélation, c'est celle qui crée l'esprit critique. La fonction de transmission, c'est celle qui crée les valeurs citoyennes. La fonction de transaction est associée à la consommation. La distraction, le divertissement, permet la créativité, le ludique, et l'acculturation permet la communication interculturelle. Tout ça, si on décide de prendre l'éducation aux médias, hein, comme l'inversion du parasitisme et de la toxicité, hein, si on essaie d'en faire quelque chose de positif, ce qui est quand même fondamentalement le but de l'éducation. Quand on continue à parler avec les communautés de pratique enseignantes, qu'est-ce qu'ils nous disent comme sujet clé? Et là aussi, c'est vraiment le best-of. Alors, il y en a 8 qui viennent d'emblée, enfin, qui sont admis et sur lesquels il y a déjà beaucoup de travaux. Hein. L'idée de parler de la culture des médias et des médias dans la culture. De plus en plus, se rendre compte que les médias socialisent, pas seulement pour les médias, mais pour la famille, mais pour la religion, mais pour l'école, hein, et qu'on est dans un environnement médiatique par lequel il est très difficile, auquel il est très difficile d'échapper. Quand on regarde des pratiques culturelles qui ne sont pas médiatiques, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Là, c'est assez effrayant. Même les réseaux sociaux qui avant faisaient partie des pratiques non médiatiques sont maintenant récupérés par les pratiques médiatiques. Donc en fait, et là j'ai allé voir les statistiques de l'UNESCO ou de l'Union européenne, vous verrez que pratiquement aucune des pratiques culturelles qui sont en ce moment recensées se passe en dehors des médias. Donc on est bien dans un environnement complet et d'immersion. Donc les sujets clés, ça serait aussi de regarder les productions. Tout ça, je le mets au pluriel, évidemment, parce que nous sommes dans un contexte international. Hein. Les langages des médias, chaque média ayant son langage spécifique. Les représentations, bien entendu, les stéréotypes, le genre, tous ces aspects très importants que les Cultural Studies nous ont donnés. Les publics, parce que là aussi, les Cultural Studies nous ont montré qu'il y avait des publics diversifiés et que les fans ne sont pas les mêmes que les consommateurs de passage. Et puis de regarder aussi les formes de la persuasion, parce que ce n'est pas simplement par la publicité que se passe la persuasion, mais par d'autres modes de propagande, y compris dans l'information. Les législations et les régulations, parce qu'en fait, elles sont très peu connues. Les gens sont très peu au courant des droits et de leurs droits et responsabilités par rapport aux médias.
et les phénomènes d'acculturation et de mondialisation. À cela sont rajoutés deux, depuis 2 ou 3 ans, qui en fait interpellent beaucoup, notamment les pays du Moyen-Orient et de l'Asie, qui sont les paniques médiatiques et le journalisme. Et les pratiques du journalisme d'enquête. L'idée que le journalisme est l'instance dans l'espace public de vérification et de contre-vérification des faits. Bon. Comment faire cela? Comment faciliter cet usage? Par un nombre de stratégies pédagogiques qui toutes existent déjà, mais qu'il faut peut-être davantage radicaliser ou mettre en compatibilité dans une approche top-down. Parce que c'est vrai que la grande demande en ce moment, c'est une demande top-down. Tout ce dont je vous parle vient du bottom-up, mais il y a tellement de choses là-dehors que maintenant, l'attente des enseignants, l'attente des mouvements associatifs, des groupements citoyens, c'est aidez-nous à y voir plus clair, qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui donne une vision de l'avenir et une vision de l'éducation, et qu'est-ce qui ne le fait pas. Donc c'est vrai qu'il y a une demande un petit peu de clarification par rapport à l'extrême foisonnement de ce qui se passe. Alors, parmi les plus classiques, bien sûr, il y a les 3 premiers, l'analyse textuelle, même pas spectaculaire, je reste bêtement sur l'analyse textuelle, l'analyse contextuelle et l'étude de cas. Prendre Google et regarder du début à la fin ce que ça fait. Plus nouveau, plus stimulant peut-être, et peut-être plus en phase avec ce que font les jeunes, la traduction d'un support à l'autre, parce qu'ils s'amusent beaucoup à transporter, à mixer, remixer, etc. Donc ça prend en compte toutes ces pratiques des jeunes de mixage et remixage, etc. Les pratiques de simulation et de jeu ne sont pas toujours les mêmes d'ailleurs, mais qui permettent soit par des jeux de rôle, soit en développant des jeux en ligne. Et c'est ce qu'on fait par exemple en ce moment avec le Conseil de l'Europe. On a développé 2 jeux pour l'éducation aux médias et à l'information en solidarité avec les associations et avec les développeurs de jeux au niveau européen, qui se sont regroupés en une association. Et puis, évidemment, la production, le fait de fabriquer soi-même des images, des sites web, etc. Voire la participation à un spectacle plus large, comme peut l'être, par exemple, le fait d'être tout bêtement sur YouTube ou d'avoir un petit groupe sur Facebook, qui n'est pas très créatif, en fait, mais qui produit ce sentiment de participation et d'échange. Lorsqu'on demande aux différentes communautés de pratique qu'est-ce que ça fait, cet usage créatif des médias, qu'est-ce que ça développe, ils répondent, du côté des attitudes et des valeurs, ça développe plein de choses. Alors là, c'est par rapport à des expériences, je vous résume des tas d'expériences et de recherches. La curiosité vient en premier, alors que le vécu des enseignants, c'est que les élèves s'ennuient. Donc c'est pas étonnant que la curiosité soit le premier qui arrive, parce que je crois que l'éducation aux médias apparaît un peu comme la panacée, et c'est un peu son risque d'ailleurs, la panacée à l'ennui de l'élève d'aujourd'hui. La participation, l'ouverture d'esprit, l'interaction, le respect, la disposition à l'effort, l'appréciation culturelle de divers genres, une disposition à coopérer, voire une conscience de ses propres droits et responsabilités. Voilà. Et l'idée, c'est que les jeunes arrivent vers non seulement une autonomie critique, mais ce que j'appelle le contrôle de leur propre destin médiatique. C'est encore la question de la trace, bien sûr. En termes de compétences et aptitudes, ce qu'on espère, ce que les gens espèrent de l'éducation aux médias, c'est de gérer, apprendre à gérer les risques, les publications, ce qu'on met en ligne, etc. Lire, déconstruire des textes dans leur contexte, dans l'histoire, etc. Résoudre des problèmes, partager des contenus, les évaluer, créer et écrire, voire adopter des identités fictives, remanier des contenus, etc. Utiliser des médias alternatifs, partager les savoirs et contribuer au débat démocratique. Je vais vite, mais on pourra y revenir. Hors l'école, les acteurs principaux qui sont visés par ces différents types de contenus, d'aptitudes et de valeurs développées par l'éducation aux médias, ce sont les familles et les médias eux-mêmes. De manière plus insistante, et peut-être dans le cadre du CIEM et de l'approche que nous essayons de développer ici, c'est le tissu associatif dans lequel moi je mets les chercheurs, même si en France, nous sommes un des rares pays qui n'a pas une association d'éducation aux médias.
Le CIEM en tient un peu de lieu, mais il n'y en a pas. Et c'est un manque. Mais je ne l'ai pas développé bien qu'on me l'ait demandé pour ne pas tuer le CIEM. Et ça, c'est un débat qu'il va falloir qu'on ait à un moment donné. À un niveau plus international, ce que je trouve être les partenaires les plus intéressants, c'est pas tellement les industries que les organisations intergouvernementales. Je pense que le Conseil de l'Europe fait un travail pionnier, par exemple, et que la Commission européenne peut avoir des incidences sur les résistances et les verrous français qui sont intéressants à explorer. Et souvent, les organisations intergouvernementales travaillent avec des ONG. Les CMEA en sont une au niveau européen, puisqu'il y a une fédération européenne. Et donc, c'est intéressant, à mon avis, de ne pas travailler, même quand on est national ou régional, au sens territorial, de ne pas travailler qu'avec son association de prédilection, mais de s'assurer que cette association, elle ait aussi des ramifications internationales, parce que c'est aussi ça qui donne du pouvoir, et un pouvoir de levier. Dernier point, et je m'arrêterai là. Alors, comment renforcer les capacités? Et c'est un peu quand même l'attente de la société civile. Bon, développer l'éducation aux médias, on l'a dit, il faut enseigner, il faut former les enseignants. Et surtout, le grand problème actuel en France, c'est que les enseignants sont formés à la transmission des savoirs, alors que les étudiants sont évalués pour les compétences transversales. Et là, il y a un non-dialogue en ce moment à l'université, entre l'université et l'UFM, qui est mortel. Donc si on devait, s'il y a un point sur lequel il faut qu'on arrive en France à lever des ambiguïtés, c'est bien celle-là. Moi, j'ai été formée en linguistique, pas en éducation aux médias, et pas aux médias. Et la linguistique, c'est une matière qui a une histoire, etc., etc. Elle est noble, l'éducation aux médias ne l'est pas, les compétences transversales ne le sont pas. Or, l'inspection, les attentes du côté de l'apprentissage et de l'apprenant sont des attentes par compétences. Donc, nous sommes formés par transmission et par discipline, les étudiants sont évalués par compétences. Ça ne parle pas ensemble pour le moment. Donc ça, c'est le gros problème français. Les autres pays ne l'ont pas nécessairement, mais nous l'avons. Adosser l'éducation aux médias et à l'information aux droits de l'homme, ça c'est vraiment mon combat, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais on est beaucoup à voir dans l'éducation aux médias le moyen de faire passer quelque chose d'aussi très récent dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle les droits de l'homme, surtout quand ils sont universels, ils n'ont même pas 60 ans. Donc c'est par là, notamment par la liberté d'expression, mais aussi par le droit à l'image, par la propriété intellectuelle, etc. etc. Et nous développons tous, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine et du Canada, des modules de droits de l'homme et liberté d'expression, des modules de droits de l'homme et vie privée, des modules d'éducation aux médias et droits de l'homme. Ça nous permet, si on fait ça, d'avoir un point de débat et de négociation avec l'industrie et les médias sur leur responsabilité sociale et leur éthique. Parce que c'est un point qui en ce moment les touche. Et je crois qu'en France, on a une vision un peu diabolisante aussi des médias commerciaux. Et Dieu sait que, par exemple, j'ai beaucoup de choses à dire contre Google, mais Google est toujours extrêmement preneur de toutes les propositions éthiques qu'on peut leur faire. Et ils veulent bien les mettre au début du design. Donc, il y a effectivement, je crois que Bernard Stiegler parlait il y a des entrepreneurs culturels qui sont de bonne volonté. Et il faut effectivement voir lesquels. C'est plus facile en ce moment en France de parler avec Google que de parler avec Vivendi, par exemple, en termes d'éthique et de responsabilité sociale. Vivendi a beaucoup bougé. Ils ont développé un département de développement durable dans lequel ils ont mis l'éducation aux médias, la protection des mineurs et la diversité culturelle, par exemple. On voit bien les configurations par lesquelles on peut atteindre l'industrie. Et c'est bien par ces idées de développement durable. Bon. Dernière chose dont nous sommes plusieurs dans le monde, plusieurs pays, plusieurs associations, à se poser la question d'un article 31 aux droits de l'homme, par la Déclaration universelle, qui serait une nouvelle génération de droits associés à la culture numérique.
en termes de l'accès, en termes de la responsabilité, en termes de la vie privée, de la trace, etc. etc. Parce que, voilà, cette déclaration elle a 60 ans, les mutations sont telles, on est presque, dans certains font l'hypothèse d'une rupture. Est-ce que ça ne nécessite pas un nouveau droit? Bon, ça peut être un combat aussi pris par un groupe comme le nôtre. Alors, au 6C, je rajoute 3P. Toujours les questions mémotechniques de comment toucher les politiques, parce que c'est aussi quand même, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, face à la crise du modèle libéral, l'idée que l'État puisse se réengager retrouve un petit peu de sens. Et j'en ai 3, donc. Les 3P des politiques publiques. Alors ça, c'est développé dans ce bouquin-là, justement, sur les études, sur les politiques d'éducation dans le monde. Il y en a 3. Les 3P, c'est provision, participation, protection. Le plus ancien, celui qui tente tous les gouvernements conservateurs, c'est la protection. C'est-à-dire c'est plus facile de protéger, d'utiliser l'éducation aux médias, par exemple, pour promouvoir les droits des mineurs, la protection de l'enfance, les contenus à risque, et pof, arrive la censure. Donc, il ne faut surtout pas dire qu'on prend un P et on lâche les autres. Il faut toujours dire, oui, bien entendu, un gouvernement a des obligations de protection. Il y a un droit des mineurs, un droit à l'image, par exemple, des jeunes, etc. etc. Il ne s'agit pas de mettre ça à la poubelle, mais il faut tout de suite enrichir cette protection de manière plus positive par de la provision et de la participation. Provision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernements, top-down, ont certaines obligations envers leur public et leurs citoyens. Ils peuvent définir des orientations générales. Ils peuvent produire des matériels de travail libres de droit. Ils peuvent former et mettre en compétence des enseignants. L'éducation dépend encore quand même du niveau national. Ils peuvent fournir l'accès à des infrastructures, prévoir des lieux de recours. En ce moment, c'est ce qui manque le plus. En France, s'il y a des problèmes avec les médias, le CSA est un lieu de recours, mais il n'y a même pas un bureau des plaintes. Bon, ce qui n'est donc pas... Bon. Donc le lieu de recours, pour le moment, vous l'avez vu avec Baby First, c'est quand même un vrai problème. Donc il faut militer aussi, je crois, pour ça. Et puis encourager des attitudes de développement durable par rapport à l'emploi, à la créativité, à l'inclusion sociale, à la diversité culturelle. Là, je crois que c'est comme ça qu'on peut toucher à la fois les gouvernements et les entreprises. Éducation aux médias, les politiques n'aiment pas, les entreprises non plus. Par contre, développement durable, ça touche. Donc, politiquement, c'est plus intéressant de leur décliner en disant, là-dedans, il y a l'éducation aux médias, il y a des emplois. Voilà. Alors, les stratégies multi-acteurs qui se développent, et je vais finir, c'est évidemment d'essayer d'être présents, nous, les penseurs, les chercheurs, les créatifs, etc., en amont du design. Avant que les nouvelles technologies, que les nouveaux artefacts arrivent, être là pour pouvoir discuter avec les développeurs. C'est ce qu'on a vu, c'était le cas de l'INA, qui a vraiment, à un moment donné, fait des ateliers avec les chercheurs, avec les documentalistes, etc., qui ont été, je crois, extrêmement productifs pour nous tous. C'est des productions multipartenaires, à mener à la table à la fois les entreprises, l'État, etc. Voilà. C'est la création d'observatoires, parce que les observatoires, ça permet de faire pression. Et puis, c'est des articulations en termes de régulation, de co-régulation et de autorégulation. Et dernier point, ce que j'appelle les coalitions dynamiques, qui est quelque chose qui est issu du sommet mondial sur la société de l'information, et qui sont justement des coalitions partenaires, multi-acteurs. Et donc, pour votre information, j'en ai créé une sur l'éducation aux médias, qui va participer donc au Forum de la gouvernance d'Internet et à l'Alliance des civilisations pour essayer toujours de continuer à porter ces idées au niveau mondial, dans l'espoir qu'ensuite elles sont récupérées localement, régionalement. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe dans la mondialisation actuelle. Merci. Excusez-moi d'avoir été longue.